La fraternité, c'est quelque chose de très précieux, mais ça n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau, rien à voir avec la ville d'origine, rien à voir avec la couleur de passeport, rien à voir avec la langue, absolument pas. Ce n'est pas vrai. Ne vous trompez pas, la fraternité n'a absolument rien à voir au le nationalisme. C'est du n'importe. Le nationalisme a été créé par les Blancs. Let that sink in. Le nationalisme a été créé par en Afrique en tout cas, créé par les Blancs. C'est quoi une nation? Pour l'interrogation, on ne va pas entrer dans l'aspect scientifique, vous avez compris. C'est-à-dire, vous pouvez trouver vos frères ailleurs, qu'on ne vous trompe pas. Vos frères, vous pouvez les trouver ailleurs. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je le répète très souvent, je veux le marteler encore une fois, vos pires ennemis sont généralement des gens qui vous ont connu depuis l'enfance, ou des gens qui vous ont vu, ou qui ne vous ont peut-être pas connu directement, mais ont connu votre famille, ou quelqu'un de quelque part, ou quelqu'un qui vous connaît très bien. Vos pires ennemis sont rarement des Libanais, des Portugais, des Italiens. Vos ennemis sont des gens autour de vous. C'est eux qui vous bloquent. C'est eux qui vous jettent en prison quand vous ouvrez la bouche. C'est eux qui veulent votre mal, ne veulent pas vous voir avancer. C'est eux qui sont irrités quand vos business avancent. C'est eux qui vous accusent de vol, de sorcellerie. C'est ça vos ennemis. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Lui, on le connaît. C'est ça vos ennemis. Quand j'ai vu un Portugais de lui, il sort. Non, jamais de la vie, à moins que tu partes faire des bêtises. Si vous êtes parti chez eux, vous chiez dans les coins, vous laissez les histoires. Là, on va vous insulter, vous allez crier au racisme. Mais vous avez oublié que vous avez chié dans le coin. C'est vous qui avez chié dans le coin. Vous allez dans la maison des gens, vous prenez des robinets. Hein? Quand vous quittez la maison, vous sortez les robinets, les soquets, des trucs pareils, vous partez avec. Et quand le blanc dit non, on ne veut pas de vous ici, au racisme. Vous allez chez les gens, vous cousinez des nourritures à la... Non, excusez-moi, il faut vous dire des vérités. C'est pas toutes les nourritures africaines qui sont bonnes. Attendez. Pour nous, peut-être ça sent... Pour moi, ça sent bon. Ok? Je connais nos nourritures à nous qui ne sentent pas bon, qui ne sentiraient peut-être pas bon pour vous. Mais pour moi, ça sent bon. Mais je sais que si c'est quelqu'un qui ne connaît pas cette nourriture, ça ne sent pas bon. C'est sans être considerate en anglais. C'est ça, avoir de se mettre à la place des gens. Je sais que ma nourriture ici ne sent pas bon. Alors, je ne veux pas vous exposer, vous, parce que vous n'êtes pas habitué. Moi, c'est une nourriture que j'ai mangée depuis mon enfance. Vous comprenez? Bon, quand vous faites cette nourriture-là à Berlin, dans des appartements comme ça, et ça pue le machin, l'Afrique, tout ça, les Blancs se sentent gênés. Et prochainement, on dit, on ne prend pas les Africains, vous vous fâchez, oh non, les Blancs sont méchants. Non? Comment vous vous traitez entre vous, pour l'interrogation? Partons au Maroc. Voilà la carte du Maroc. C'est un pays très intéressant. Une délégation marocaine à Niamey s'est réunie avec des responsables de l'agence nigérienne de bourse. L'objectif était lequel? L'objectif était d'examiner et de sélectionner les dossiers des étudiants nigériens candidats aux bourses d'études marocaines. Bravo. Le Maroc autorise, ou le Maroc va sélectionner des Nigériens, des jeunes personnes pour aller étudier au Maroc. Pourquoi ils sont venus vous poser la question? Pourquoi on n'envoie pas simplement les enfants? Envoyez-le enfin, qu'ils partent au Maroc étudier. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a des processus qui sont généralement violés. Normalement, pour faire votre application de bourse, il faut le faire en ligne. L'institution qui vous reçoit accepte en ligne, ensuite vous venez. Malheureusement, en Afrique, pour la plupart des cas, et vous le savez, il ne faut pas être hypocrite. En Afrique, vous verrez généralement, quand on sélectionne des gens comme ça, les gens responsables de là où on a sélectionné choisissent eux et changent, altèrent les personnes qu'on a sélectionnées. Je donne un exemple très banal. Il y a eu une compétition très récemment ici, Jeux Olympiques, machin histoire. Il y a un pays africain où il fallait 22 joueurs, n'est-ce pas, de football, je crois. 22 joueurs pour aller jouer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a sélectionné 13 joueurs, véritables joueurs. Les restes, c'était pas des joueurs. C'était le cousin du chef, le petit-neveu, l'enfant du voisin. C'est ça. Pendant que les footballeurs eux-mêmes ne sont pas partis, ils ont désélectionné ces personnes parce que lui, il est impoli, suspension disciplinaire. Ils ont créé des histoires à dormir debout pour emmener l'argent. C'est comme ça qu'on fait, généralement. Et si ce n'est pas ça, on va te demander de l'argent. Est-ce que je mens? Dites-moi si je mens. Écoutez, moi, je vous dirai toujours la vérité. Qui n'en plaise aux gens, je m'en fous éperdument, je vous dirai toujours la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Les hypocrites ne peuvent pas m'aimer, ce n'est pas possible. Alors, le Maroc a envoyé des gens pour aller vérifier certaines histoires, s'assurer que les gens qui vont venir sont ceux-là qu'on a sélectionnés. Il n'y a personne d'autre. On dit félicitations au Maroc. L'offre marocaine constitue un levier majeur d'intégration sud-sud et un appui concret au développement du capital humain nigérien. Il faudrait retenir ici que plus de 2000 cadres nigériens ont eu leur formation au Maroc. 2000 cadres nigériens, c'est beaucoup, ont eu leur formation au Niger.
Et à présent, actuellement, il y en a 700 qui sont en entraînement et en formation. Donc c'est bien de voir ces gens d'histoire. On connaît le Maroc en tant qu'un pays raciste. Il faut vous dire la vérité. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. La plupart d'Africains connaissent le Maroc étant un pays raciste contre les Noirs. Pourquoi? On nous présente généralement des images où les Marocains sont en train de racler les Noirs. Là, tout ça, vous mettez à peine. Est-ce que ce sont des images fausses? Ce sont des images vraies. Évidemment, il y a eu beaucoup de moments où les Marocains, les militaires ont eu, la police en tout cas, ont eu à taper, frapper les subsahariens. Bah écoutez, c'est simple. On va essayer de réfléchir. C'est parce que beaucoup voulaient traverser le Maroc pour partir en Europe. Bah, vous vous posez la question de dire pourquoi ils laissent pas ces Africains de carrément passer par le Maroc et aller à l'Europe. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je vous donne un exemple aussi simple. Imaginez-vous avoir une maison ici, votre parcelle, et derrière vous, il y a un voisin, ok? Et les gens viennent passer à travers votre parcelle pour aller chez le voisin. On le fait le lundi, on le fait le mardi, on le fait le mercredi, et vous avez de la pelouse qui est très bien, un jardin bien fait. Mercredi, il traverse encore, et il y a du bruit. Et en fin de compte, vous réalisez qu'il y a du bruit, les gens font du bruit, les enfants ne peuvent pas dormir, et comme les enfants ne peuvent pas dormir, vous êtes en incapacité vous-même de vous reposer, parce qu'il y a des gens qui passent. Ok? Certainement, les premières personnes qui sont passées ont été accueillies avec gentillesse, parce qu'ils ont dit, non, monsieur, excusez-nous, on traverse ici pour aller chez le voisin. Ah, il n'y a pas de souci, passez, n'est-ce pas? Ok. Quand ça en est numéro 16, au 17e, au 18e, au 19e groupe de personnes de 20, au 23e groupe de personnes de 27, qui traversent évidemment, ça ne passe pas sans dégâts. Ok? Il y a la pelouse qui n'est plus ce qu'elle était. Il y a les fleurs qui tombent. Il y a le chien qui est terrassé, qui est frustré, qui est dans la peur. Il y a les enfants qui sont dans l'instabilité, parce que voilà, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même calme qu'il y avait dans le passé. Et disons encore une fois, quand les gens traversent, ils ont des besoins, ils prennent de l'eau, ils mangent, et quand, en tant qu'humain normal, il faut faire quoi? Il faut aller se libérer. Il faut aller faire pipi dans un coin. Il faut aller déféquer. Écoutez, non, restez, il ne faut pas fuir. Restez là. Quand il faut faire pipi, vous demandez la première fois, on vous laisse entrer. Faites usage des toilettes. En fin de compte, le propriétaire de la maison se rend compte que, à force de dire oui, tout le monde veut aller dans les toilettes, dans ces toilettes privées. Est-ce qu'on accepte? On va continuer à accepter? On n'accepte plus. Et quand on n'accepte plus, qu'est-ce qui se passe? On commence à pisser dans les coins, chier dans les paclards. Voilà. Non, il faut pas fuir. Il faut voir la vérité. On dit que les Marocains sont racistes, on va examiner, voir leur racisme, n'est-ce pas? Est-ce que vous accepteriez ce fait que les gens continuent à traverser chez vous? Bon, à supposer que vous aviez de l'argent, vous feriez quoi? Vous mettrez un enclos, n'est-ce pas? Vous montrez les murs. S'il y a des gens qui traversaient chez vous, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pendant que certains faisaient pipi, bon, écoutez, parmi eux, il y a des gens qui sont bien, certainement, mais parmi eux, tout le monde n'est pas nécessairement bien. Il y a aussi des gens qui ont été mal éduqués, qui peuvent passer, et pendant que toi, tu regardes à côté, on prend le t-shirt de l'enfant ou la paire de chaussures et on va avec. C'est frustrant ou pas? Alors, le Maroc, à un certain moment, a dit, bon, ok, écoutez, ça va, il ne faut plus venir. Hein, parlons de vous, vous serez fâchés, vous crierez, écoutez, il faut arrêter. Bien que le Maroc ait des relations avec l'Europe de ses propres façons, il y a des financements qui se font, ça fait partie du Maroc. Le Maroc doit prendre soin du Maroc. Pourquoi ces Noirs-là ne restent pas chez eux pour améliorer leur pays? Non, pourquoi les Noirs-là qui traversent le Maroc ne restent pas chez eux pour améliorer leur pays? Bah moi, je vous dirais pourquoi. Parce que généralement, ils ne peuvent pas se mettre ensemble en unissant pour lutter contre leur gouvernement. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Généralement, c'est parce qu'il y a un problème tribal. Il y a le président qui est de cette tribu, et il y a des gens qui sont de l'autre tribu, et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? La population ne peut même pas se mettre ensemble en synchronie, parce que parmi elles, il y a des gens qui soutiennent le président seulement parce qu'ils parlent la langue de leur mère. C'est ça le problème. Et si c'est pas la tribu, c'est la religion. Ah, il est de ma religion. Même si le leader est mauvais, puisqu'il est ta religion, tu acceptes tout ce qu'il fait. Et en fin de compte, vous fuyez vos pays. Pourtant, il y a une possibilité d'arranger les choses. Mais comme le président est de ta tribu, tout ce qu'il fait pour toi, c'est bien. Bon, pourquoi il faut en vouloir au Maroc quand ils disent non, écoutez, il faut flageller tous ces gens-là, les mettre tout ça là? Non, il faut être réaliste. En fin de compte, regardez ce que le Maroc a fait. Le Maroc, jusque-là, a ouvert ses portes en termes d'éducation et de formation à plusieurs pays africains gratos. Nous allons citer seulement le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Ghana, le Nigeria, le Tchad, le Bénin, la Mauritanie, la Gambie. Ils ont fait beaucoup pour les pays africains, ok? Ils ont fait beaucoup, c'est-à-dire
vous partez en bourse scolaire, on prend soin de vous à votre arrivée, on vous loge, on vous paye de l'argent à la fin du mois, on vous nourrit et on prend soin de votre santé. Donc, en cas de maladie, les assurances prennent soin de vous. Bon, je pense qu'il faut, encore une fois, rentrer au début. On disait la fraternité n'a absolument rien à voir avec votre passeport. Absolument pas. Ce sont vos pires ennemis, hein, pour la plupart des cas. Vous rencontrerez certes parmi ceux qui viennent de là où vous venez, des gens qui sont sympathiques, des gens qui sont bien, des gens qui peuvent vous aider à votre... Mais parmi eux, la plupart, ok? La plupart, c'est le cauchemar. On vous donne un autre exemple. Moi, je vous ai toujours dit, il faut arrêter vos histoires de mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Les Blancs ne font jamais ça, mais ils avancent. Hein. Les Blancs n'appellent jamais « Oh, mon frère », jamais, mais ça avance. Le social avance, ils prennent soin d'eux-mêmes, les assurances fonctionnent. Il n'y a pas de mon frère. Non, en cas de difficulté, s'il y a quelqu'un qui a besoin de contribution, en tout cas parmi ceux blancs qui sont organisés, on ne parle pas des Français, il faut le dire, ils sont noirs. Ils savent comment travailler ensemble. Mais vous, c'est mon frère, oh, mon jeune frère, c'est tout. En fait, mon frère, vous appliquez ça pourquoi? Vous appelez quelqu'un mon frère généralement quand vous voulez des faveurs. Je ne sais pas, mon frère, tu vois, vraiment, mon frère, la fille est difficile pour l'instant, il y a ma femme qui travaille, c'est ça. Est-ce que je peux vraiment, c'est ça, mon frère. Mon jeune frère, c'est généralement pour montrer aux gens que tu es plus ancien que lui, tu as plus d'expérience que lui. C'est pour asseoir ton autorité, c'est généralement ça. Rarement, vous verrez un Africain, en tout cas surtout dans la francophonie, appeler quelqu'un mon jeune frère dans l'affection totale, à 100%. C'est très rare. Généralement, c'est parce qu'il sent que tu as une certaine force. Et pour te diminuer un peu, évidemment, pour se monter soi-même, il faut te piétiner par les épaules. Il dit, ah, mon jeune frère, on l'a vu grandir, c'est ça. Il n'y a pas de fraternité là. La fraternité se prouve. La fraternité, la vraie, c'est quand je suis dans le coma, ok, et tu pars visiter ma mère ou mes enfants. C'est ça la fraternité. La fraternité, c'est quand je suis injustement arrêté, on me jette en prison. Tu viens me visiter au moins une fois le mois. C'est ça la fraternité. Ce n'est pas, oh, on est venu du même quartier. Même quartier de quel même quartier? Vous avez les mêmes ancêtres. Il faut arrêter. Une autre preuve très simple, ok? Une preuve très simple. Il y a le Mali, le Burkina Faso et le Niger, que vous aimez beaucoup adultes d'ailleurs. Monsieur Ibrahim Traoré, Goïta et le général Tiani. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les trois pays ont décidé de rompre totalement avec la France, pays colonial, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pays ici de ECOWAS. ECOWAS, c'est quoi en français? ECOWAS, c'est quoi en français? CEDEAO. CEDEAO, n'est-ce pas? Les gens de la CEDEAO se sont légués. Ils sont partis se réunir quelque part pour négocier sur comment détruire le Niger. Nous voulons absolument revenir à une normalité constitutionnelle pleine et entière. Et la décision fondamentale est que le coup d'État militaire au Niger est un coup de trop. Vous savez, pour l'ensemble de la région ouest africaine. Et nous y mettons un terme définitif cette fois-ci, sans aucune hésitation. Nous sommes prêts à partir dès que l'ordre sera donné. Le jour J est également fixé. Et avant de faire ça, ils sont d'abord partis en Europe pour aller discuter, avertir leurs partenaires européens en disant « Nous voulons aller tuer nos frères. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons votre bénédiction. » Ma visite cet après-midi a pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, de présenter les raisons qui ont motivé les différentes mesures prises par la CEDEAO, ainsi que la collaboration que nous attendons de l'ensemble de nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement survenant dans un endroit particulier a des répercussions sur le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour discuter avec nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous offrir. C'est pourquoi il faut arrêter vos histoires de mon frère. Ils sont partis voir les Européens pour négocier, pour avoir leur soutien, pour avoir leur bénédiction avant d'aller tuer leur propre frère. Ne me dites pas que les Marocains sont racistes. Vous êtes parmi vous plus racistes parce que votre racisme, ce n'est pas une question de différence de peau, de couleur. Votre racisme est basé sur la méchanceté, le tribalisme, l'ethnicisme, la jalousie. Pendant ce temps, ils n'ont pas pu faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la frontière. Ils ont fermé les frontières. Pourquoi? Pour pas que ces pays aient accès à l'océan. L'océan est très important, vous le savez. Pour ceux qui ne savent pas, l'océan, on en a besoin sur le plan économique. Par exemple, un pays tel que le Mali qui veut peut-être importer du fer ou autre chose. Prenons un exemple brut. Du fer venant de la Chine.
Il y a deux façons de le faire. Soit on importe le fer à travers les avions, ça coûtera cher et c'est très limité en termes de capacité, ou bien on importe à travers les bateaux, la mer, les navires. C'est plus facile parce qu'on peut avoir autant de conteneurs qu'on veut et ça coûte moins cher. Mais les pays que vous voyez ici, ils ont fermé la porte. Ils sont-ils blancs ou noirs, ou chocolat, ou arabes? Ils ont bloqué la porte. L'objectif était simple, c'était pourquoi? L'objectif, c'était d'asphyxier le Mali, asphyxier pas les gouverneurs, asphyxier plutôt la population locale, les civils. On pensait qu'en asphyxiant les civils, qu'est-ce qui se passerait? Ils sortiraient dans les rues pour aller combattre le gouvernement et les rejeter. Et ça n'a pas marché. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé quelques temps plus tard? Le Maroc a offert la sortie vers l'océan. C'est le Maroc qui a offert la sortie. Le Maroc a offert, pendant que ces gens ici, les Noirs ici, on dit non. Le Maroc a offert. Que ceci attire votre attention. Félicitations au Maroc. Nous savons que le Maroc ne le fait pas gratuitement. Le Maroc a ses intérêts. Le Maroc a besoin d'influence, on le sait. Le Maroc a des combats internes, par exemple le Sahara occidental, où il y a des luttes et des difficultés. Il a besoin de soutien, on comprend tout à fait. Ben écoutez, il n'y a rien pour rien dans la vie. C'est comme ça fait partie de la vie. Mais du moment où on avance et on progresse, est-ce qu'on tabasse les Noirs au Maroc? Oui, mais il faut arrêter de partir là-bas comme ça. Il faut aller légalement. Ne partez pas piétiner la maison de quelqu'un, espérant qu'il sera gentil. Il menace la Russie. 10 jours pour trouver de solution, sinon c'est la pagaille. En fait, précédemment, il disait 50 jours. Je vous donne 50 jours pour trouver un deal. Car il aime parler de deal. 50 jours pour signer un deal. Maintenant, ça ne sera plus 50 jours. Ça ne sert plus à rien. D'attendre 50 jours, c'est passer le temps inutilement. C'est 10 jours ou rien. J'ai fixé une nouvelle date limite d'environ 10 ou 12 jours à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison d'attendre. M. Trump s'adresse à M. Vladimir Poutine. Ceci évidemment arrive après que Trump eut fait quelques voyages en Europe et eu quelques discussions avec les leaders européens. C'est-à-dire M. Trump. On se rappelle un tout petit peu ici. Il y a quelques temps avant d'arriver au pouvoir, disait Joe Biden était le président le plus ridicule du monde de vouloir continuer cette guerre en risquant une troisième guerre mondiale qui pèterait tout le monde. Si moi, Trump, j'étais président, jamais on ne serait arrivé. Aujourd'hui, c'est le même Trump qui parle. Un Trump qui, au départ, parlait de manière très poussante à l'égard de Zelensky, disant que Zelensky est un charlatan qui se fait beaucoup d'argent à chaque fois qu'il voyage aux États-Unis d'Amérique et gagne la sympathie des démocrates. Avec moi, ça ne se passera plus. Le même Trump qui a arrêté d'envoyer les armes à Zelensky, aujourd'hui dit, Monsieur Poutine, je vous donne 10 jours. Après 10 jours, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous en subirez les conséquences. Le président américain Trump a fixé lundi un nouveau délai de 10 à subir les conséquences. C'est comme si tu parlais à ton petit là. Petit, si tu essaies, tu vas subir les conséquences. Si tu fouilles les classes, tu vas subir les conséquences. C'est comme ça qu'on parle à un président? Je sais pas, dites-moi. Cette déclaration souligne une frustration croissante de la part de Trump. Normal. Avant l'arrivée de Trump, il a promis en 3 jours, il finirait la guerre, n'est-ce pas? Deuxièmement, Trump, c'est quelqu'un d'égocentrique. C'est quelqu'un de mégalomane. C'est une personne qui veut à chaque fois soutenir ce qu'il dit. C'est-à-dire, quand j'ai promis quelque chose en tant que Trump, je dois réaliser. Il a promis de finir la guerre en 3 jours. Arrivé au pouvoir, ça fait plus de 3 jours. Affirmer pouvoir mettre fin à cette guerre Ukraine et Russie en 24 heures. Oui. Comment? Je connais bien Zelensky parce qu'il a été honorable lors du faux appel téléphonique, la première mascarade de destitution. Ils ont dit que je lui avais passé un coup de fil et que j'avais été très menaçant. Ce n'était pas le cas. En réalité, j'ai été très aimable. Je l'ai félicité pour sa victoire. Mais quand ils lui ont demandé « Vous êtes-vous senti menacé ?» il ne savait même pas de quoi il parlait. Il a été très honorable. Il aurait pu faire du cinéma, dire « Oui, je me suis senti menacé, je me suis senti menacé. » Il ne l'a pas fait. Et comme vous le savez, je m'entends très bien avec Poutine. Je dirais à Poutine, tu dois trouver un accord. Je dirais à Zelensky, tu dois trouver un accord. Je dirais à l'un, tu vas te remplir les poches d'argent. Je dirais à l'autre, tu n'auras pas d'argent. J'obtiendrai un accord en 24 heures. Maintenant, ça n'aurait jamais dû arriver. Il y a des milliers, des centaines de milliers de morts en ce moment. Des centaines de milliers. Des villes sont complètement anéanties. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les villes après les roquettes. Aucun bâtiment ne tient encore debout. Ça ressemble juste à une zone de démolition. C'est tellement horrible. Triste. Et vous savez, ensuite ils diront, 2 personnes ont été blessées. Non, des centaines et des milliers de personnes ont été tuées. Vous allez découvrir, quand tout cela sera terminé, que le nombre de morts est bien plus élevé que ce qu'on vous dit. Ils ne vous disent pas la vérité. Des milliers, des centaines de milliers de personnes meurent. Ces villes sont en train d'être anéanties. Et en gros, ils disent, quelle est votre position?
Êtes-vous pour la Russie ou pour... Je suis pour une chose très simple. Je veux empêcher les gens de se faire tuer et je ferai cesser... Alors il y a une frustration croissante. Pourquoi? Parce que il espérait avoir une petite discussion avec Poutine et ça se finirait très rapidement. Mais monsieur Poutine a des demandes qu'il faudrait rencontrer avant de finir la guerre. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas un monsieur là comme arrêtez la guerre, arrêtez là-bas, fini. C'est pas comme dans des pays africains, les Rwandais, les Congolais, venez ici, signez le deal là à 3, on va partager nous 3. Fini, ok chef, ok, non. Ça c'est Vladimir Poutine. Alors monsieur Trump est frustré par rapport à ça. Les menaces de Trump. Trump a menacé des sanctions tant contre la Russie que contre les acheteurs des exportations, à moins qu'un progrès tangible soit réalisé. Ce qu'il essaie de dire là c'est quoi? Je vais sanctionner dans 10 jours, je sanctionne et la Russie et ceux qui achètent de la Russie. Donc on est en train de cibler des grands pays ici. On parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle de beaucoup de pays qui sont assez puissants. Si vous achetez des produits russes, vous serez aussi sanctionné. On va voir ça tout de suite. L'ancien président Medvedev a réagi. Entre eux, ils jouent au good cop, bad cop. Un bon policier, mauvais policier. Poutine étant le bon policier, Medvedev, il freine pas, il dit ce qu'il a à dire. Il a rappelé 2 choses à M. Trump. La Russie est ni l'Israël, ni l'Iran. Ce n'est pas donc à vous, M. Trump, du haut de votre Maison Blanche, de nous donner des ordres. On n'a rien à écouter de vous, rien du tout. Il continue en disant que le nouvel ultimatum constitue une menace directe et une escalade vers un conflit avec les États-Unis. Chaque ultimatum, parce que bon, c'est le genre de Trump, hein. Faites ça, sinon je veux punir. Ok, arrangez avec les Blancs en Afrique du Sud, sinon vous vivrez les sanctions. Arrêtez le génocide des Blancs, sinon vous allez être décapité. C'est comme ça, généralement. Mais Medvedev dit, chaque ultimatum que vous... Donc vos menaces là, chaque fois que vous menacez, vous êtes en train de nous pousser 1 centimètre vers la 3e guerre mondiale. Et c'est exactement ce que vous ne vouliez pas, pendant que Joe Biden était au pouvoir. Ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Là, il parle de Sleepy Joe. Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe dormant. Joe somnolent. Somnolent Joe. Voilà comment Trump s'adressait à Joe Biden à l'époque. Disons le somnolent Joe. Pourquoi? Parce que Joe Biden est âgé et il a perdu, en tout cas, une grande partie de ses capacités intellectuelles et mentales. Et voilà, il paraissait comme quelqu'un qui se couchait ou qui dormait. Il appelait Joe Biden Sleepy Joe. Et maintenant, Medvedev lui rappelle, ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Parce qu'à l'époque, Trump disait à chaque fois qu'on venait très près de la guerre, la 3e guerre mondiale, il disait, c'est à cause de Sleepy Joe, nous sommes là. Si moi j'étais là, il n'y aurait pas de guerre contre la Russie. Et là, Medvedev lui rappelle, ne suivez pas la voie de Sleepy Joe, dont vous critiquiez avant d'être au pouvoir. Lors de sa campagne électorale l'an dernier, Trump a fortement critiqué la gestion de conflit ukrainien par Joe Biden, affirmant que la politique américaine avait rapproché le monde d'une 3e guerre mondiale. Donc, est-ce que M. Trump serait en train de partir à l'encontre de ses propres paroles? Le ministre russe d'Affaires étrangères, un homme très intelligent, Sergei Lavrov, il dit ouvertement et sans mâcher les mots. Notre principale mission est de vaincre l'ennemi. Pour la première fois dans l'histoire, la Russie combat seule contre l'ensemble de l'Occident. Lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, nous avions des alliés. Aujourd'hui, nous n'en avons aucun sur le champ de bataille. Lavrov a insisté sur le fait que la Russie ne renoncerait pas à ses revendications sécuritaires fondamentales. Notamment, donc, la Russie a des revendications sécuritaires. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont partis en guerre. Donc, M. Trump ne peut pas venir du jour au lendemain disant je vous donne 10 jours pour finir la guerre. Non, nous sommes partis en guerre pour des causes, pour des raisons bien précises. Si ces raisons ne sont pas examinées, la guerre ne finira pas. Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Aucune nouvelle expansion de l'OTAN. Donc, comme promis dans le passé, pour ceux qui ne comprennent pas, avant, au départ, Berlin, que vous connaissez, en Allemagne, était divisé en 2. Une partie était occidentale, c'est-à-dire capitaliste, appartenant, gérée par les Européens, et une partie de l'Est était occupée par les Soviétiques. Donc, c'était communiste. Alors, on a fait une demande à l'Union soviétique à l'époque, disant ouvertement, s'il vous plaît, permettez à ce que Berlin soit libéré. On va casser le mur qui sépare Berlin à 2. En cela faisant, qu'est-ce qui va se passer? On vous promet que l'OTAN ne se rapprochera pas d'un seul centimètre vers l'Orient, donc vers l'Est. On vous promet, si Berlin devient une seule ville, nous n'avancerons pas vers l'Est. Donc, l'OTAN ne va pas influencer ou essayer d'influencer un seul centimètre vers l'Est. Les Russes trouvent que, avec le temps, cette histoire a complètement été balancée par la fenêtre. C'est-à-dire, regardez tous ces pays ici avant que Berlin ne soit libéré. Mais regardez la même carte plusieurs années plus tard. Tous ces pays ici, la Pologne, la Géorgie, tout ça, n'étaient pas dans l'OTAN. Maintenant, ils font partie de l'OTAN. Alors, les Russes, l'une des raisons de leur bataille, c'est que l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. Parce que ça représente un danger existentiel pour eux. Si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN et qu'il y avait une bombe nucléaire placée en Ukraine quelque part, il suffirait de 5 minutes de vol pour éclater Moscou pour de bon. Et pour eux, ça ne peut pas être toléré. Donc, numéro 1, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Numéro 2, aucune nouvelle expansion de l'OTAN. Il ne faut pas pousser l'OTAN vers l'Est, on n'en veut pas. Numéro 3, il a également déclaré que tout règlement de conflit devra reconnaître les nouvelles réalités territoriales.
C'est-à-dire, toutes les terres qui ont été gagnées par la Russie aujourd'hui ne seront plus attribuées à l'Ukraine. Si vous voulez qu'on finisse la guerre. Donc, je répète, pas d'OTAN pour l'Ukraine. Secondo, pas d'expansion de l'OTAN. Tertio, les terres qui ont été prises par la Russie ne seront pas négociées. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de fin de guerre. Donc, il n'y a pas de M. Trump venant ici, forçant qui que ce soit de finir la guerre. Si ces trois choses ne sont pas respectées, nous vous rappelons que nous ne sommes ni Israël, ni l'Iran. Alors, en parlant d'un esprit menaçant, M. Lavrov va encore continuer en disant, c'est quelqu'un de très psychologique, il compare les États-Unis en disant, quand vous êtes un enfant et que vous jouez dans la cour, parfois un garçon plus âgé arrive et commence à intimider les petits. C'est-à-dire, c'est à peu près ça ce que l'Occident fait au reste du monde. Donc vous êtes à l'école, il y a le monsieur là qui se sent plus fort que tout le monde, qui vient intimider tout le monde. C'est ça que l'Occident fait. Et nous rejetons cela. Alors qu'est-ce que Trump pourrait faire? Trump pourrait imposer des sanctions primaires contre la Russie, c'est-à-dire des sanctions ciblées contre les banques, les entreprises énergétiques et industries de défense russes. Ils peuvent encore geler les avoirs, bloquer les transactions bancaires, interdire l'exportation de technologies sensibles. Quels seraient les impacts de ces sanctions? Écoutez bien que la Russie soit déjà sous forte sanction depuis 2022, Trump pourrait viser de nouveaux secteurs, c'est-à-dire renforcer l'application des mesures existantes ou combler les lacunes, les trous où la Russie est en train de produire. On a sanctionné la Russie depuis un temps. Ils ont survécu à ça. Alors Trump pourrait chercher des moyens à travers lesquels bloquer les trous, colmater les endroits où les Russes se faisaient de l'argent. Ils peuvent faire ça. Numéro 2, Trump pourrait aussi instaurer des tarifs secondaires, c'est-à-dire contre les pays qui sont en train d'aider la Russie. Au fait, Trump est en train de proposer des tarifs punitif jusqu'à 100% sur les pays qui achètent de l'énergie russe, comme la Chine, l'Inde et certains pays africains. Donc les pays africains qui travaillent avec la Russie aujourd'hui pourraient être frappés à hauteur de 100% de tarifs. Okay, on parle de la Chine, l'Inde et plusieurs pays africains. Bon, comment cela se traduit? Ça veut dire, si vous exportez par exemple des choses aux États-Unis, parce que beaucoup de pays africains le font à travers AGOA qui permet à plusieurs pays africains en tout cas de revendre leurs histoires dans le marché américain sans avoir à payer les tarifs ou des taxes. On pourrait dans ces cas frapper ces pays à 100%, c'est-à-dire annuler carrément les bénéfices qu'ils ont à travers AGOA. Ceci ne se limite pas seulement chez les Africains, car il y aura aussi la Chine et l'Inde. Sont-ils prêts à jeter l'éponge? Alors, quel est le contexte du conflit jusque-là? La guerre en Ukraine a commencé évidemment en février 2022 avec l'invasion à grande échelle de la Russie. Les États-Unis sous Joe Biden ont imposé des sanctions massives sur les banques russes, exportations énergétiques, entreprises de défense et oligarques. Ils ont frappé espérant annuler tout ce que la Russie est en train de faire. Numéro 3, l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'OTAN ont soutenu militairement et financièrement l'Ukraine, espérant pouvoir pulvériser la Russie. Et numéro 4, la Russie a maintenu ses échanges avec la Chine et l'Inde et certains pays africains malgré son isolement croissant vis-à-vis de l'Occident. Jusque-là, c'est difficile. Bien que Trump ait repris les dialogues avec la Russie et plaidé pour des négociations directes entre Kiev et Moscou, Trump exprime, comme on le voit, évidemment, de plus en plus son impatience face à la lenteur des pourparlers. Il aurait bien voulu que tout le monde s'arrête, parce que c'est Trump qui parle. C'est le genre de personne. Quand moi je parle, vous arrêtez tout ce que vous faites. Voilà pourquoi Medvedev a dit, nous ne sommes ni Israël, ni l'Iran, à qui vous pouvez dire n'importe quoi. C'était pour dire, voilà pourquoi Poutine est en charge. Voilà pourquoi tu n'es pas le président. Je rappelle que Medvedev a aussi été président de la Russie à quelques reprises. Et là, Trump lui dit, ah voilà, Poutine mérite parce qu'il est plus calme, plus... Mais Medvedev, c'est un peu le genre de Trump. Il se cache pas, voilà, il ne se freine pas. Et ça, c'est très difficile. Voilà ce que c'est, les amis. Monsieur Vladimir Poutine a émis son ultime. Quand vous faites une bêtise ou vous manque de respect, vous faites quelque chose qu'il ne fallait pas à un moment donné, et plus tard veut rentrer à vos côtés pour discuter ou pour s'excuser. Il ne faut pas dire, bon, je t'excuse à distance, il faut garder la distance. À certains moments donnés, il faudrait l'autoriser de se rapprocher pour écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'à partir de là, vous apprenez beaucoup de choses, tout en étant intelligemment prudent. Donc les gens disent, je peux t'aimer à distance, c'est une réalité que l'on respecte. Mais quelquefois, il faut laisser la personne approcher pour comprendre vraiment ce qui se passe dans sa tête. Emmanuel Macron a parlé à Poutine. Emmanuel Macron, après 3 ans, ce 1er juillet 2025, a appelé son homologue russe, Vladimir Poutine, marquant leur première conversation directe depuis le mois de septembre 2022, après une relation gelée liée à l'intervention russe en Ukraine. Vous savez, des fois, vous boudez quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous boudez quelqu'un sérieusement, espérant lui faire tirer une leçon. Mais bizarrement, avec le temps, le calme de la personne vous pousse petit à petit à réaliser combien vous avez plus besoin de la personne qu'elle a besoin de vous. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé de penser que vous faisiez faveur à une personne et puis plus tard réaliser en effet, je pense que j'ai beaucoup plus besoin de cette personne qu'elle n'a besoin de moi. Et en fin de compte, vous vous retrouvez à chercher des moyens. Oh, j'ai oublié un truc chez toi. Est-ce que je pourrais venir chercher, n'est-ce pas? Oh non, il y a mon stylo qui était tombé derrière le lit. Je voudrais venir récupérer. Pourquoi? L'objectif est de rentrer, évidemment, commencer une conversation. Parce que rarement, vous ne partirez pour prendre seulement le stylo et partir. Vous partez pour finalement dire, alors, est-ce que tu penses que ce qui s'est passé entre nous était une bonne chose? L'objectif ici, c'est de commencer une conversation. Alors, 2 ans de discussion.
Rentrons là-dessus. Monsieur Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine pour discuter pendant 2 heures. Après plusieurs années de silence, c'est-à-dire un moment qu'on pensait pouvoir écraser la Russie, il faut le dire. On pensait le fait d'ostraciser la Russie, le fait de le mettre à l'écart, le fait de l'isoler, serait un élément essentiel pour carrément ingénuer cet État qui a démontré être beaucoup plus solide que l'on anticipait. En fin de compte, on se rend compte de son incapacité de fournir aucune peine à cette dernière en approchant Macron. Alors la première question est celle-ci. Toutes les personnes qui ont été punies pour avoir parlé de la Russie seront-ils pardonnées? Les personnes à qui on a pointé du doigt, disant ils sont agents de la Russie, ils discutent avec Poutine, ils travaillent avec Poutine, seront-ils pardonnés ou recevront-ils une apologie venant de la part des Français? Parce que s'il ne faut pas parler de Poutine ou parler à Poutine, dans ce cas, n'être pas en contact avec Poutine, monsieur le président français ne devrait aussi en aucun cas le faire, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine soit résolue. Beaucoup de personnes ont subi des conséquences lourdes pour avoir parlé de Poutine. Nombreux ont subi des arrestations à l'aéroport, à l'immigration. Nombreux ont été dérangés pour avoir simplement participé dans certaines réunions en Russie. Et aujourd'hui, M. Macron parle librement avec Poutine. Qu'est-ce qu'on dit de ces personnes? Faudrait-il aussi s'attaquer à M. Macron? Comment a-t-il osé parler à Poutine avant la fin de la guerre? Comment a-t-il osé parler à Poutine avant que les Russes ne se soient retirés du territoire ukrainien? C'est injuste ou c'est de l'hypocrisie? Alors, ils ont parlé pendant combien de temps? Ils ont parlé pendant 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup d'heures. Je vous rappelle que la dernière fois que Macron a été avec Poutine, sur les images, vous voyez la distance, la différence. Monsieur Poutine a gardé Macron à longueur de bras. Si pas à longueur de bras, en tout cas à longueur de grande table. Ok, la table était énorme, gigantesque. Le message était clair. Je n'ai absolument rien à foutre de toi. Et il lui parlait comme s'il ne le voyait pas. Et ce n'est pas un message qu'il fallait décrypter, c'était un message évident que même M. Macron sur place avait remarqué. Regardez son visage. Il sent la distance. Comment avez-vous osé faire ça? Il se dit, en fait, tu m'as accueilli dans l'objectif de m'embarrasser à la télévision. Regardez la taille de la table. C'était pourquoi? C'était parce que M. Macron avait évidemment soutenu la rhétorique selon laquelle la Russie était en pleine activité illégale en Ukraine et devrait impérativement se retirer. Alors ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé évidemment de la guerre en Ukraine. Macron a exigé un cessez-le-feu immédiat, réaffirmant le soutien total de la France à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je répète, Macron a exigé le cessez-le-feu. Je ne sais pas si on est en position d'exiger quoi que ce soit. Si on revient vers une personne, gentiment, en tout cas poliment, dans ce cas, dans l'objectif de trouver des solutions à l'amiable. On sollicite, on n'exige pas. Poutine a attribué la responsabilité du bloc occidental, accusant l'Occident d'avoir créé un pan anti-russe et a demandé que toute paix tienne compte de la nouvelle réalité territoriale. C'est-à-dire, Poutine a dit, c'est à cause de vous que nous en sommes là. C'est à cause de vous et comme nous ne rentrons pas en arrière, dans ce cas, il vous faudra tenir compte des nouvelles réalités territoriales. Par là, qu'est-ce qu'il veut dire? Maintenant, on ne peut plus parler de l'invasion en Ukraine. Vous devez tenir compte des réalités territoriales. C'est-à-dire toute la partie ukrainienne qui aujourd'hui est sous contrôle russe est considérée comme appartenant à l'État russe. Donc ne me parlez plus de l'histoire d'avant la guerre, c'est fini. Les 3 ans passés, c'est bon. Là, on discute d'une histoire totalement nouvelle, si vous voulez. Alors on sent ici que Poutine voulait que Macron vienne pour qu'il comprenne ce que Macron a à dire. Malgré ces échanges, Macron a ensuite confirmé qu'aucun progrès vers un cessez-le-feu n'avait été obtenu. Donc cette discussion, malheureusement, a été infertile. Ils ont aussi discuté sur le Moyen-Orient, donc l'Iran. Dans ce cas, il y a eu un peu plus de progression, où les deux dirigeants soulignaient la responsabilité partagée des membres permanents du Conseil de sécurité à l'ONU pour maintenir la paix et la sécurité dans cet État. C'est-à-dire, les membres du Conseil de sécurité doivent être beaucoup plus impliqués dans ce qui se passe. Évidemment, pour éviter des scènes telles que ce qui s'est passé avec les États-Unis et l'Iran. Je vous rappelle que Trump a bombardé l'Iran, n'est-ce pas? On a essayé de détruire les sites souterrains avec les bombes spéciales américaines qui sont en capacité de détruire des sites souterrains. Les forces militaires américaines ont mené des frappes de précision massives sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Maintenant, pourquoi les Américains ont fait ça? Les Américains ont simplement fait ça parce qu'Israël ne possédait pas ces bombes. Maintenant, beaucoup de choses ont changé depuis la semaine dernière. Les Américains ont finalement donné ces bombes aux Israéliens. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On ne sait pas. Point d'interrogation. Macron a incité la Russie à exercer son influence sur l'Iran pour revenir au contrôle nucléaire rigoureux, tandis que Poutine a réaffirmé le droit de l'Iran à un programme nucléaire pacifique dans le cadre du TNP, dont l'Iran a signé. Macron, comme les autres occidentaux, ne veulent pas que l'Ukraine possède la bombe nucléaire. Poutine dit que l'Iran a le droit d'avoir un programme nucléaire pacifique. Donc pourquoi certains peuvent se dire, nous on peut avoir, vous ne pouvez pas avoir? Donc nous sommes assez intelligents et assez aptes et assez balancés, équilibrés mentalement pour avoir une bombe atomique, mais vous ne devrez pas. Étant des pays autonomes et indépendants, souverains, ça n'a absolument aucun sens. Alors, qu'est-ce qui s'était vraiment passé entre Macron et Poutine?
En réalité, leur différence commence en Afrique. On parle ici du Mali, Burkina Faso et Niger. Vous savez ce qui s'est passé? La France a eu une influence énorme sur ces pays depuis très longtemps, depuis avant l'indépendance. Une influence qu'ils ont gardée pendant très longtemps. Une influence étendant à la politique, l'économie, le social, la culture et tout le bazar. Évidemment, tous ces habitants de ces pays francophones que vous voyez ici ont une mentalité uniforme, si pas analogue, une mentalité qui généralement est copiée des colonisateurs. Un exemple très simple, tous les francophones africains ont tendance à huer ou moquer celui qui ne parle pas français correctement. Et bien, écoutez, c'est une mentalité qui vient de la France. Parce qu'un Français, en général, il a tendance à moquer un monsieur qui ne parle pas bien français. Et estimer son niveau intellectuel par rapport à sa capacité de parler français, même s'il est originaire d'un autre pays. On discute pas sur là. Ce qui s'était passé est qu'il y a eu changement de gouvernement au Mali, Burkina Faso et Niger. Et avec ça, on a demandé le retrait total et immédiat des troupes françaises de leur présence, dans beaucoup de conditions. Après cela, les Russes sont venus pour occuper la place, sur le plan militaire, sur le plan renseignement et coopération. Et avec ça, M. Macron, évidemment, s'est senti attaqué par les Russes. Donc sa position par rapport à l'Ukraine n'a jamais vraiment été parce qu'il aime l'Ukraine. C'était plus parce qu'à cause de toi, Russie, nous sommes en train de perdre du terrain en Afrique. Les Africains se retournent maintenant vers toi pour un soutien mental, émotionnel, militaire et tout le bazar, pendant que nous, qui fûmes leur paternel pendant très longtemps, aujourd'hui sommes écartés. Cet appel évidemment marque une réouverture prudente du dialogue après presque 3 ans d'interruption des canaux officiels. Donc les Français et les Russes ne discutent pas depuis 3 ans. En fait, tout le monde attendait que, voilà, qu'on ne se retrouve qu'après la guerre. On pensait qu'il y aurait une certaine guerre où on aurait les Russes défaits. Ensuite, ils viendront demander pardon. Et après, là, alors, la France pourra s'adresser à la Russie directement. Sinon, on voit que ce qui se passe est tout le contraire de ce que beaucoup anticipaient. Ceci aussi consiste une reprise d'influence diplomatique de la France qui cherche à éviter son isolement dans les négociations Est-Ouest. Ouais, Donald Trump est venu, il n'est pas tout à fait ami avec l'Occident, comme généralement les Américains sont. Trump est en train de faire ce que Trump veut pour les Américains conservateurs. Il s'en fout de tout le monde. Alors, dans ce cas, les Français et beaucoup d'Européens ont compris qu'il fallait se prendre en charge sur le plan militaire, sur le plan renseignement et protection, et surtout économique. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a bras de fer entre les Européens et les États-Unis d'Amérique. Dans ce cas, comme les États-Unis depuis longtemps a été le négociateur suprême des Européens, les Européens ont décidé de pouvoir prendre les choses en main. Voilà pourquoi aujourd'hui la France ne veut plus laisser les choses entre les mains des États-Unis. Ils veulent parler pour eux, parler pour la France. Les amis, il y a une très bonne nouvelle pour beaucoup de personnes en tout cas. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Les États-Unis viennent d'approuver le premier vaccin de 2 fois par an contre le VIH. Félicitations. Yeah. C'est une très bonne nouvelle pour vous parce que nous vous connaissons sexuellement très actifs. Il ne faut pas faire semblant. Même ceux-là qui font semblant d'aller prier, vous êtes les plus médiocres, il faut vous dire la vérité. Ah oui, hein. Moi, voilà pourquoi je vous dis toujours ouvertement, je ne fais pas semblant. Je ne vous demande pas d'attendre après le mariage parce que je sais que c'est de l'hypocrisie à l'africaine qui ne fonctionne pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui sont enceintes, d'autres qui sont atteints des maladies incurables. C'est parce qu'il y a cette hypocrisie totale. Une personne âgée de 16 ans a déjà le cerveau en train de titiller. C'est ça la réalité, que vous le vouliez ou pas. L'emmener à l'église ne change absolument rien de la nature de l'homme biologique. Ça ne change pas. Quand il a 16 ans, 17 ans, il y a des choses qui commencent à bouger. La testostérone qui monte. Chez les femmes, il y a beaucoup d'autres histoires. L'estrogène et tout le bazar. C'est biologique, ce n'est pas spirituel. Vous ne pouvez rien pour y empêcher. À part les conseils qui sont évidemment corrects, réalistes surtout, vous ne pouvez absolument rien faire pour contrer cette histoire. J'aime bien ce que d'autres communautés font. Okay? Les parents discutent avec leurs enfants. J'ai un ami marié à une blanche qui, dans l'enfant à 16 ans, okay, il parle ouvertement sur le SEX, sans difficulté. La maman parle avec son enfant, dit voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Les femmes, quand ils ont cet âge, il faut éviter ça, il faut éviter ça. Il n'y a pas de tabou. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui avons vécu dans des familles, grandi avec plusieurs frères et sœurs, mais on n'a jamais eu de telles conversations avec eux. Malheureusement, c'est triste parce que beaucoup trop de protocoles, je ne peux pas parler ça avec lui. Non, c'est ça. C'est la raison pour laquelle les gens vont dans les rues pour apprendre des bêtises. Et finalement, en fin de compte, quand on se retrouve dans des conditions inchangeables, inéluctables, on regrette. On aurait bien pu parler à un frère ou une sœur par rapport à ces histoires. Mais il y a beaucoup trop de protocoles et de respects qui n'ont pas leur place. Je suis désolé. Les respects à l'africaine n'ont souvent pas leur place. C'est vrai qu'il faut toujours garder le cadre. Il faut savoir des limites parce que généralement aussi, il faut dire dans vos communautés, quand on est un peu trop gentil et laissé aller avec vous, vous commencez à vous dépasser les bornes. Vous ne connaissez pas les limites. On vous donne la main, vous voulez prendre l'épaule. C'est souvent ça. Mais je pense qu'il est essentiel, dans un environnement sain, d'avoir des belles conversations à cet égard avec les enfants. Comme je disais, j'ai été très impressionné par la relation de la maman avec son enfant. Ok?
Pendant la Saint-Valentin, la maman achète des fleurs pour son fils pour emmener à sa copine. Son fils qui a à peine 16 ans. Chez vous, c'est invivable, nous sommes africains. Non, vous êtes africains vous-même, vous n'êtes pas avec nous. Okay? Africain, c'est la peau seulement, hein, excusez-moi. Dans d'autres choses, il faut essayer de diversifier. Rentrons dans notre histoire. Donc, en effet, il y a aujourd'hui un produit, un vaccin si vous préférez, de 2 fois par an. Okay? On a accepté par la FDA, américain, approuvé la Lesancapaviir. Okay, commercialisé sous le nom de Yeztugo. C'est le seul vaccin préventif du VI administré 2 fois par an. Donc vous allez une fois, mois de juin, 2 fois, vous allez vivre votre vie comme vous désirez. Il faut arrêter de faire semblant, il faut arrêter de nous mentir. Vous faites ça partout, dans vos églises avec les pasteurs. Oui, ne soyez pas vexés. Hein. Ici, on dit la vérité. Si vous n'aimez pas, vous pouvez partir. C'est pas grave. On voit beaucoup d'histoires. J'ai d'ailleurs une fois discuté avec une fille, il y a très longtemps, qui me disait, j'étais chantre à l'église. Évidemment, le pasteur m'a poussé dans une direction. Le pasteur a fait des histoires. En fin de compte, j'étais une petite fille à l'époque. Quand je suis parti en parler avec les mamans, comment vous appelez, les coordonnatrices, maman, machin, de l'église, elles m'ont vite recadré, disant, écoute, tu veux détruire la maison du Seigneur? Comment tu veux envoyer le servant de l'Éternel dans... Ouais. En fait, c'est elle qui a été victimisée. C'est elle qui a été accusée comme ton comportement. Est-ce que tu marches selon les normes de Dieu? Tu ne peux pas faire ce genre d'histoire. Ça va détruire l'église des dieux. Ouais, c'est ça. Et c'est une fille qui a vécu avec ce traumatisme pendant très longtemps. Et en fin de compte, elle s'est retrouvée dans une promiscuité incroyable. C'est-à-dire un genre de personne qui adore ces histoires comme pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle a été abusée en tant que petite. Et c'est une réalité qui se passe partout. Voilà. Donc, vaut mieux en parler, prévenir les enfants. Dites à vos enfants de se servir des protections. Hey, il faut dire à vos enfants. Arrêtez de faire semblant. Envoyez même vos sœurs, si vous ne pouvez pas en parler directement. Oh, nous sommes africains. On s'en fout de tout ça. N'utilisez pas les téléphones. Ne regardez plus l'écran. N'allez pas sur YouTube, sur Internet parce que vous êtes africain. Allez dans la brousse. Déshabillez-vous. Mettez les habits des rhinocéros. Allez dans la brousse. La réalité est que le monde change. On ne peut pas appliquer les choses qu'on faisait dans le passé. Aujourd'hui, en Namibie, à l'époque, non, Malawi, excusez-moi, à l'époque, pour certifier une femme âgée de 14 ans, il fallait que chaque femme soit connue par un monsieur qui est désigné par le pays ou le royaume, si vous préférez. La communauté désignait un homme, c'est lui. Son travail était de deflorer les filles. Ok? Donc, c'est pour devenir, avant d'être marié, épousé par quelqu'un, il faut que tu passes par celui qui ouvre, c'est lui en vertu de pouvoir qui lui ont été conférés par les ancêtres, c'est lui qui ouvre la porte. À un moment donné, on est venu là-bas, on faisait des campagnes de santé, tout le bazar. On a appelé le monsieur pour lui faire un test de le sang. Vous savez ce qui s'est passé? Ah oui, vous pouvez vous imaginer. Le monsieur était positif. Et c'est lui qui fait ça à toutes les filles de la sous-région. Toutes les filles sont passées par lui. Des milliers de filles sont passées par lui. Faudrait-il continuer ça parce qu'on est africain? Les Malawites, vous dire, c'est notre culture. Ça fait des centaines d'années. On ne va pas changer parce que machin, nous sommes des Bantous. Vous pensez que tout le monde est Bantou? Ou tous les Africains sont Bantous? Il faut aller lire pour comprendre. Bantou, c'est quoi? Tous les Africains ne sont pas Bantous. Les Bantous, ce n'est pas une religion. Ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. La réalité, c'est celle-ci. Je pense qu'il est important d'en parler. On ne peut pas faire semblant et être hypocrite. Okay? Il faut parler à vos enfants de cette réalité. Aux États-Unis d'Amérique, on a approuvé un vaccin de 2 fois par an. Les essais cliniques menés sur 2000 femmes en Afrique subsaharienne. On l'a fait chez les Noirs, évidemment, pour voir, parce que vous êtes les plus proéminents. On a essayé sur 2000 femmes et 2000 hommes. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a montré une efficacité proche de 100%. Donc, aucune infection, donc des études. Voilà. Mais bon, jusque-là, ça coûte 24 000 $. Ok, 24 000 $ par injection. Donc, c'est... ouais, mais évidemment, on est en train de voir, d'étudier... Le vaccin a été produit par Gilead. Gilead a signé l'accord de licence gratuite à 6 fabricants génériques couvrant 120 pays à faible revenu. On est en train de travailler là-dessus pour trouver un moyen de libérer des médicaments moins chers. Je vais vous dire une vérité. Vous n'avez jamais eu le temps ou vos grands frères sont tellement déconnectés de la réalité que vous ne parlez pas. Quand vous êtes jeune, il y a ce qu'on appelle PrEP. Okay? Les PrEP, c'est quoi? PrEP, c'est quand tu veux aller avoir des histoires avec des gens que tu ne connais pas. Et que dans ta tête, puisque vous n'utilisez pas des bottines, il faut vous dire la vérité, et des chaussettes, tu veux partir comme ça. PrEP, c'est un truc que tu pourrais prendre. On prend ça régulièrement pendant un temps, évidemment. Quand tu es exposé à une personne comme ça, tu n'as aucun problème. Tu n'as pas de quoi s'inquiéter. En tout cas, à 99% de chances, tu seras protégé. C'est le PrEP. Il faut se renseigner. Aussi, il t'arrive de faire ça avec une personne, ok? Sans machin histoire. Vous comprenez de quoi je parlais? Vous ne restez pas comme ça. Il y a aussi autre chose que vous prenez. C'est post-exposure. Ok? Post-exposure. Il faut les demander. Vous prendrez ça évidemment, je pense, pendant 21 jours. Je vous donne seulement les choses élémentaires. Vous allez demander à votre médecin. 21 jours de prise vous permettront d'éliminer toute possibilité de machin, de contamination et tout le bazar. Ne reste pas là-haut, Seigneur. J'ai fait ça comme ça, je n'ai pas compris. En tout cas, je vais rentrer en chaîne et prier. Petit, tu vas pleurer. Hein? Tu vas pleurer. Je répète encore, il y a un truc que tu peux, avant d'aller faire ça comme ça pourra te protéger, que tu sois un homme ou une femme. Tu peux prendre ça avant d'aller comme ça. Parce que vous achetez les trucs là comme ça, les chaussettes, mais quand vous arrivez, vous
vous jetez ça par la fenêtre. Vous achetez les trucs là comme ça, les chaussettes, mais quand vous arrivez, vous jetez ça par la fenêtre. Tu peux prendre ce truc là pour te protéger avant d'y aller. Mais si t'es arrivé, quoi qu'il en soit, que ce soit de force ou de gré, de le faire comme ça, tu peux aller immédiatement, voilà, chercher le PrEP. Il faut pas avoir honte. Vous avez honte de partir dans le... En fait, les gens ont même honte d'aller acheter les chaussettes là, parce qu'on va vous regarder dans les yeux comme ça. Il y a des femmes qui achètent les chaussettes pour elles-mêmes. Elle a acheté pour elle-même. Elle est partie acheter. Hein. Si l'homme dit, oh, je n'ai pas ça, tout ça, toi tu penses que... Voilà les excuses qu'on vous donne. Toi tu penses que moi je marche dans les rues cherchant un truc avec quelqu'un. Tu me prends pour qui? C'est comme ça, ce sont des excuses à la con. Chaque homme, quand il sait venir vers toi, il sait déjà, il a joué toutes les probabilités dans la tête. Il sait déjà, s'il est prêt, il va te sortir ça. S'il ne sort pas ça, il a fait ça exprès. Il ne faut pas accepter des bêtises comme ça. Merci infiniment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.